on étudie, on construit des robots pour modéliser un certain nombre de ces mécanismes. Et on travaille particulièrement sur les algorithmes d'apprentissage, puisqu'on essaie d'apprendre aux robots à faire des choses, ce qui nous permet de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Dans le cadre des activités de médiation du numérique, d'INRIA, des médiations nationales, on nous a demandé d'intervenir pour essayer d'initier les jeunes à l'informatique et à la robotique en ce qui nous concerne. Donc là, je vais vous montrer une initiative, une série d'activités qui s'appelle INIROBO, qui est une série d'activités pédagogiques donc dédiées à l'initiation à l'informatique et à la robotique, avec quelques objectifs que je vous décrirai tout à l'heure. Vous avez les deux sites internet. Ça marche le micro, j'ai l'impression? Non, ça va. Vous avez deux sites internet, inirobo.fr qui est le site dédié à toute cette opération, donc auquel vous pourrez vous référer, et dessine-moi-un-robot.fr qui est un site un peu plus large de médiation de la robotique. Je vous en dirai deux mots à la fin. Alors, quelques objectifs qui sont les nôtres, hein, je précise tout de suite. Nous, on a fait ça dans cette optique-là, mais vous allez voir qu'on peut en faire bien autre chose que ça. Nos objectifs principaux étaient de comprendre le fonctionnement d'un robot, dont je ne vais pas tout lister. Hein. Tout ça, vous le retrouverez sur le site. Je vais simplement vous parler de la première ligne, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on appelle nous robots. Un robot, il est composé de 3 éléments essentiels, donc des capteurs qui permettent de récupérer l'information de l'extérieur, ce qu'on appelle des actionneurs, qui sont tous les dispositifs qui peuvent faire des actions, c'est-à-dire des lumières, des moteurs pour actionner des roues, du son, etc. Et entre tout ça, un ordinateur qui, lui, possède un programme informatique qui va faire le lien entre les informations captées à l'extérieur et les actions qui en découlent. Donc voilà un certain nombre d'objectifs que nous visons par cette initiation. Et vous verrez à la fin qu'on a fait des tests pour savoir si ces objectifs étaient atteints à l'issue des activités. Le robot qu'on utilise, c'est un robot Timio 2 qui a été conçu par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc c'est un robot un petit peu particulier parce qu'il a été conçu pour l'éducation par un prestigieux laboratoire de robotique de l'EPFL. Il a tout un tas de capteurs, donc des capteurs de proximité, des capteurs de son, oui, enfin un micro, des capteurs de température, etc. Il a tout un tas d'actionneurs, donc des diodes un petit peu partout, des moteurs qui permettent d'actionner les roues. Et les capteurs, d'ailleurs, il y a les boutons dessus. Hein. Les boutons sont aussi des capteurs. Voilà pour un descriptif rapide. On peut le programmer de 3 manières différentes. Une programmation totalement visuelle, c'est celle dont je vais vous parler particulièrement aujourd'hui. Mais on vient de connecter Scratch. Donc pour ceux qui connaissent le logiciel Scratch, vous verrez une petite image tout à l'heure. On vient de le connecter au robot, alors là, ça donne des possibilités énormes. On n'a pas encore créé d'activité dessus, et les activités que vous pourriez créer, c'est-à-dire, sont les bienvenues. Alors, un mot voilà, sur cette programmation visuelle. Je vais d'abord faire un petit détour par Scratch. Scratch, donc, est un logiciel à la fois graphique et un tout petit peu textuel. Ce sont des blocs qu'on empile les uns sur les autres ou à l'intérieur des autres. Par exemple, pour faire une boucle, je ne sais pas si on voit bien, vous voyez à droite, là, il y a un bloc un peu marron où il y a marqué répéter je ne sais pas combien de fois. Et bien, ça veut dire que toutes les instructions qui sont à l'intérieur, ce seront répétées. Donc, c'est à la fois graphique et à la fois textuel. C'est un logiciel de programmation qui est très en vue. Même l'Éducation nationale veut le diffuser dans tous ces établissements. Alors, revenons, nous, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça. Alors, je vous dis 2 mots. À gauche, les cartes, on appelle ça des cartes. À gauche, ce que vous avez sur fond bleu, ce sont les cartes de capteurs. Donc, ce qui va permettre de récupérer l'information à l'extérieur. À droite, vous voyez les cartes d'actionneurs. Il y a marqué action dessus. Vous voyez, il y a très peu de texte. Hein. Même quelqu'un qui n'est pas lecteur ou qui a des difficultés de lecture peut l'utiliser. C'est l'idée. Alors, si vous réunissez... Je ne sais pas si on peut voir. Non. Si vous réunissez au milieu une carte d'événement, donc un événement, c'est quand le capteur détecte quelque chose. Si vous réunissez au milieu une carte d'événement et une carte d'action, vous avez donc écrit une instruction informatique qui est du style « Si cet événement arrive, alors le robot fera telle action ». Donc c'est une instruction informatique. Là, vous avez 3 instructions informatiques, vous avez un programme informatique. Ce programme, alors je vais vous dire en 2 mots ce qu'il fait. Tout simplement, pour la première ligne, le petit triangle rouge signifie que l'événement, c'est appuyer sur le petit triangle rouge
qui est là-dessus. Le robot, je l'ai là. Vous voyez, bon, enfin, vous ne le voyez pas, mais faites-moi confiance, il y est vraiment. Il y a un petit triangle là. Donc ça veut dire, si on appuie sur ce petit triangle-là, alors la carte qui est à côté, c'est une carte de mouvement. Vous voyez, par rapport à la position de départ qui est en haut à droite, il faudrait que je puisse pointer, ce serait plus simple, qui est en haut à droite, on voit que les curseurs ont été avancés, hein, sont plus hauts, ce qui signifie qu'on a décidé de mettre le robot en mouvement. Donc si j'appuie sur la flèche qui est là, alors le robot va avancer. La deuxième ligne, ce sont une carte qui correspond aux capteurs qui sont devant. Là, je pense que vous les voyez, hein, les tout petits trucs noirs, qui sont des capteurs de proximité. La ligne que j'ai écrite là, il y a un rouge sur un des capteurs, hein, il y a un des capteurs qui est en rouge. Ça signifie que s'il y a un obstacle qui passe devant ce capteur-là, le capteur de droite, alors le robot va tourner vers la gauche. Ce qui permet, par exemple, imaginez le robot qui se déplace comme ça, il détecte un obstacle à droite, donc il est là, il détecte, hop, il va tourner à gauche pour l'éviter, par exemple. Troisième ligne, la troisième ligne, là, la main, signifie qu'on... Ah, super. Merci. Voilà, la main ici signifie qu'on tapote sur le robot, et la carte qui est ici signifie qu'on lui fait changer de couleur. Les diodes qui sont sur le dessus du robot changent de couleur. Donc les couleurs qu'on compose, là encore, en déplaçant les curseurs. Oui, ce que je vous montrais au début, c'est ça. C'est-à-dire que là, les curseurs sont en repos, c'est-à-dire le robot est arrêté. Et là, les curseurs sont plus vers le haut, donc ils avancent. Bon, le reste, ce n'est pas la peine de le détailler, mais vous voyez le principe. Une carte d'événement, une carte d'action. S'il se passe ça, alors le robot fait ça. On a une instruction informatique et on est dans ce qu'on appelle de la programmation événementielle. C'est comme si nous, si là on entend au feu, on est en programmation événementielle. Au feu, il se passe quelque chose. Donc Stéphane, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas le programme. Oui. Alors Scratch, j'ai déjà vu. Alors là, je ne vais pas vous lire tout ça, bien sûr. C'est juste pour vous montrer l'esprit dans lequel on a travaillé. Voilà une liste de missions que nous, on a écrites. On les a écrites, on les a testées avec des enfants, on en a discuté avec des enseignants, et on les a validées au niveau informatique et robotique, de façon à ce qu'ils apportent quelque chose. Alors, ces activités, on les a bâties sous forme de missions, on les a scénarisées de cette façon-là. Elles sont faites pour que les enfants découvrent au maximum par eux-mêmes, et elles sont faites aussi pour un travail coopératif. C'est-à-dire qu'ils travaillent, nous on les a mis par groupe de 3, ça nous a semblé être le plus optimal. Bon, d'autres choix peuvent être faits. Et chaque groupe de 3 enfants a un robot et un ordinateur. Il faut qu'ils fassent avec ça. Je vais juste vous montrer la première mission, pour que vous allez tout de suite voir l'esprit dans lequel on a travaillé. La première mission, voilà ce qu'on dit aux enfants. On leur dit, hier, on se promenait dans les bois et on a trouvé ça. On a trouvé ce truc-là qui était caché, on ne sait pas ce que c'est. Et on compte sur vous pour essayer de nous donner des informations. On ne leur dit rien de plus et ça va être comme ça tout au long. On ne leur dit même pas comment il s'allume, puisque de toute façon, ils vont le trouver eux-mêmes, donc ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de leur dire. Donc ils vont travailler, ils sont 3, ils vont réfléchir, ils vont faire des hypothèses, ils vont valider, débattre, etc. Ça, c'est la première phase. Une fois qu'ils ont réussi à allumer le robot, ils vont se rendre compte, je ne vous le fais pas faire, hein, mais vous trouveriez, hein. Voilà, pour l'allumer, il faut appuyer là-dessus. Donc pour eux, attention, pour des enfants, ce n'est pas forcément un robot. Pour des enfants, un robot, c'est quelque chose d'humanoïde. Il y a une tête. Encore qu'avec les robots aspirateurs, ça a tendance à changer. Mais pour eux, ça, ce n'est pas un robot, c'est un objet quelconque. Donc là, ils voient ce truc-là, ils voient que ça peut faire des lumières si on appuie dessus, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond. Alors ça va être l'objet de la deuxième mission. Je vous montre ici. On leur donne une petite fiche. Tout ça, c'est prêt, ce sont des fiches. Tout ce que je vous montre là, ce sont des fiches qui sont en open source, modifiables, gratuites. Vous les téléchargez, c'est directement utilisable. C'est quelque chose clé en main, il y a les corrections, il y a tout ce qu'il faut pour démarrer. Vous voyez la fiche en haut, celle-là, voilà. On observe sur le verre du robot, en fait, il a des comportements préenregistrés. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont déjà dans la machine, de manière à pouvoir l'utiliser même sans ordinateur. Là, on va leur demander de discuter, puis de dire qu'est-ce qu'il fait ce robot quand il est dans ce mode-là. Et on va leur demander de se mettre d'accord sur un mot. La partie élément activé, c'est un peu marginal. C'est plus pour avoir la réflexion, c'est pas essentiel. Mais trouver un seul mot pour décrire le comportement, ça, c'est quelque chose de complexe. Ils ont beaucoup de difficultés à faire ça et c'est très intéressant.
Alors, l'objectif, parlons 2 minutes des objectifs. Si par exemple vous faites ça sur le temps d'accueil périscolaire, l'objectif, ça peut être du vivre ensemble, ça peut être une petite initiation, ça peut être surtout basé sur le jeu. Donc vous n'êtes pas obligé de faire remplir tout ça, de le faire écrire, etc. Par contre, si on est prof des écoles et qu'on veut travailler avec ça sur le langage, sur l'argumentation, il y en a qui l'utilisent pour faire ça. Sur le vocabulaire, quel mot choisir, comment on fait pour le choisir, etc. Donc on peut avoir, avec la même séquence, on peut avoir des objectifs différents. La mission 4, alors, elle parle du logiciel de programmation parce qu'on part du même principe. On lance le logiciel et on leur dit rien. On leur dit rien, donc on leur pose des questions. On leur dit par exemple là, essaie avec cette carte-là et cette carte-là, on ne leur dit pas comment on met en rouge. On ne leur dit pas comment on déplace ça, on ne dit rien. Essaie, puis regarde ce qui se passe pour le robot. Et là, il y a une fiche avant, là, ça c'est une deuxième fiche, je ne vous les mets pas toutes. Et donc petit à petit, par ce travail de recherche, ils vont pouvoir identifier chacune des cartes, ils vont pouvoir comprendre à quoi correspond cette carte sans qu'on leur ait expliqué quoi que ce soit. Alors, voilà d'autres petites activités, mais il y en a beaucoup. Celle-là en particulier, le parcours d'obstacles. Cette fois, on demande aux enfants de programmer le robot avec le logiciel qu'on a vu tout à l'heure pour qu'il évite des obstacles. C'est-à-dire qu'on soit capable, là, si je le pose parmi vous, le robot, il va naviguer dans toute la pièce. Si vous ouvrez la porte, il va aller à Bordeaux. Tant qu'il a de l'énergie, il va se déplacer, puisqu'il va éviter les obstacles. Vous noterez la délicatesse qu'on a envisagée en dessinant un petit gabarit pour le robot, une petite robe, donc on peut découper, pour que les enfants puissent le décorer comme vous voyez là. Parce qu'ils décoreraient volontiers sur le robot, vous voyez. Donc, ensuite, la mission 11, qui est une des missions à laquelle nous, on prend le plus de plaisir quand on voit ce que font les enfants. Chaque groupe a donc fabriqué un programme qui permet d'éviter les obstacles. Quand les groupes ont fini, on les réunit tous autour d'un grand parcours et on met tous les robots ensemble et tous les groupes sont autour et on discute. Alors, il y en a qui disent, tiens, comment tu as fait pour programmer ça? Pourquoi il évite ça et qu'il évite pas ça, etc. Il y en a qui ont mis des couleurs, bref. Il y en a qui ont des comportements inattendus. Ils n'ont pas tous choisi les mêmes algorithmes et ils peuvent l'améliorer. Donc, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de leur dire. Il y en a qui repartent, certains discrètement avec le robot pour essayer de l'améliorer, voir pourquoi là ça bug, etc. Parce qu'en plus des interactions avec les obstacles, il y a les interactions avec les autres robots. Cerise sur le gâteau, on rajoute des stylos, vous voyez, des feutres là, de façon à tracer les trajectoires, à tracer les déplacements des robots. Ce qui fait qu'en plus, on est en train de construire une œuvre d'art. Donc voilà ce qu'on peut faire. C'est des exemples, il y a d'autres trucs. Voilà aussi un autre exemple de ce qu'on peut faire avec ces petits robots. On met une piste noire, on programme le robot de manière à ce qu'il suive une piste noire. C'est un programme très facile à faire. Il a des capteurs dessous, des détecteurs de luminosité dessous. Et on raconte une histoire aux enfants. On leur dit, par exemple, cette histoire a été inventée par Emmanuel Page, qui est conseiller pédagogique de la circonscription de Floirac. C'est une histoire qui porte sur un Yéti, mais il n'avait pas de Yéti, il a mis un dinosaure. Donc l'anachronisme, c'est de sa faute. Et donc, voilà, l'histoire qu'il raconte. Il dit, par exemple, quand le robot qui représente un personnage, imaginons, va arriver devant cette maison, qui peut être la maison, je sais pas, d'une fée, on demande au robot de changer de couleur, de faire de la musique, faire des choses comme ça. On ne leur dit pas comment faire, bien sûr. À eux de se débrouiller. Donc là, l'idée est toute simple, c'est que quand le robot va arriver là, quand il va détecter quelque chose ici, sur ce capteur-là, il va avoir ce type de comportement. On peut rajouter des éléments ailleurs, etc. Vous voyez l'idée un peu des activités qu'on peut faire avec. Alors maintenant, on va parler de choses un tout petit peu plus générales, après avoir vu un peu le style d'émission. Donc ça s'adresse à des enfants, en gros, entre 4 et 14 ans, et 15 ans. Le robot est suisse. En Suisse, ils s'en servent même jusqu'à l'université, ce robot, parce qu'il y a un mode de programmation textuelle, etc. On peut l'utiliser sur le temps d'accueil périscolaire. À l'origine, c'est pour ça qu'on avait construit ça. Mais aussi dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire, dans le cadre des CCSTI, donc des centres de culture scientifique comme Cap Science. Les petits débrouillards aussi travaillent avec ce type de dispositif. On a des projets en commun. Et l'articulation avec les matières se passe bien parce qu'il y a une complémentarité. Il ne s'agit pas évidemment de remplacer l'enseignement traditionnel des maths et du français avec ça, bien sûr. Mais c'est un complément. Par exemple, en français, c'est vrai que c'est un moment intéressant pour travailler la notion de débat, la notion de vocabulaire, d'expression, l'intérêt de se mettre d'accord sur un mot commun, par exemple avec la mission 2. Les arts, il y en a qui utilisent le petit dispositif avec les lumières, les diodes,
pour travailler sur la couleur. Quand, par exemple, un prof dit bon, ben, moi, j'aimerais que quand le robot il passe devant ce truc-là, il devienne jaune. Les enfants disent oui, mais il n'y a pas de jaune. S'il déplace les curseurs, il voit qu'il y a des couleurs de base, il n'y a pas de jaune. Ben, vous vous débrouillez, il faut trouver du jaune. Pareil, avec la musique, il y a un petit dispositif de musique, on peut changer les notes, etc. Alors, quelques mots. Là, on revient à quelque chose d'un petit peu plus général. Quelques mots sur comment on a procédé pour que ça marche, en tout cas pour qu'on essaie de faire marcher tout ça. D'abord, au niveau pédagogique, ça c'était notre conviction de chercheurs, c'est qu'on a choisi un robot, bon, parce qu'on est une équipe de robotique aussi, mais parce que les robots ont une particularité, c'est qu'ils font un lien entre le monde numérique et le monde physique. Et qu'en plus, ils sont partout, hein, les robots. Au jour d'aujourd'hui, le moindre lave-linge est un robot. Hein, il capte des choses et il agit en conséquence. Une démarche d'investigation scientifique, ça c'était aussi impératif, c'est-à-dire qu'on les met en situation de recherche, ils se débrouillent. Et un travail coopératif, c'était la troisième dimension fondamentale. On ne voulait pas que ce soit une approche solitaire. Et cette approche coopérative a beaucoup de vertus. Notamment, ça leur permet, s'il doit y avoir un échec, si on peut appeler ça un échec, ou une erreur dans le programme, cette erreur, il apporte à plusieurs. Ce qui change la donne, notamment pour les élèves en difficulté, qui réagissent très très bien à ce type d'activité. On voit émerger des choses, des profs des écoles nous disent, il y a certains enfants qui d'habitude ne participent pas, n'interviennent pas, et là, qui osent intervenir. Il a même eu, dans la circonscription de Florac, encore une fois, il y a même eu une petite fille qui était considérée comme étant extrêmement faible, la plus faible de la classe, et qui a trouvé à l'occasion d'une activité le meilleur algorithme, donc bien meilleur que ce qu'avaient pu proposer les bons élèves. Donc comme quoi, les choses sont moins figées qu'elles paraissent. Alors pour le déployer, pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse se répandre tel qu'on le voulait, on a choisi ce matériel robotique qui est pas cher, qui est solide. Si je le prends là et que je le lance à l'autre bout, il est allumé, il sera encore allumé, il n'aura pas de difficulté pour fonctionner. C'était un des critères. Et on les a prêtés, ces appareils. On en prête encore. Hein. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais on prête des robots. On en a partout. Moi, j'en ai une cinquantaine à peu près. Et il y en a partout. Il y en a à Florac, Lormont, Mérignac. Il y en a dans des villes. Il y en a des enseignants qui en ont actuellement. On les prête. Parce que ça fait partie de la stratégie. Si on veut pouvoir faire des choses, ben, il faut avoir le matériel. Il n'y a rien de plus frustrant de faire une formation sur un truc comme ça, et vous repartez, vous n'avez pas les robots. Donc en général, ça me rappelle une formation que j'ai faite comme ça pour la main à la pâte, avec qui on travaille beaucoup. On est en train de préparer le prochain dossier main à la pâte qui portera sur les sciences du numérique. J'avais fait une formation à Graines de Sciences, c'était à Chamonix, donc il y avait des enseignants qui étaient venus là-bas, ils étaient une trentaine. J'avais fait une formation là-dessus. J'avais emmené 8 robots et je suis rentré à Bordeaux, j'en avais 0. Et ça ne m'arrangeait pas du tout. Mais avec les yeux de chien battus, les machins, ben voilà, les gens avaient envie, donc du coup, je les avais laissés. C'est pour dire hein, le pouvoir d'attraction et qu'il faut y céder si on veut que ça se développe. Le kit pédagogique avec les activités, il est gratuit. On l'a validé, on l'a testé. Alors, il faut encore le tester, il faut encore l'améliorer, bien sûr. Et il est clé en main, c'est-à-dire qu'il y a les corrections, tout est prêt. On a une plateforme Internet d'échange et de retour d'usage. C'est une des choses qu'on demande en échange. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend ce type de matériel, on demande, après les gens font ce qu'ils veulent, mais on demande à ce qu'il nous donne un retour en disant ça a marché, c'était nul ou machin. Et bien encore, s'ils modifient des choses, qu'ils en fassent profiter la communauté. Et ça marche, ça marche. Il y a des enseignants, je pense à un en particulier, Stéphane Schwartz, pour ne pas le nommer, à Lormont, en REP+, qui a modifié des choses qu'il fait avec des élèves, des enfants de CP très faibles. Il a modifié des missions, parce qu'il trouvait que ce n'était pas adapté, et il les a remises en partage sur le site. Donc c'est exactement l'esprit dans lequel on veut travailler. Et on a assuré une formation d'enseignants, d'animateurs gratuite. Donc on a formé, par exemple, la ville de Lille utilise cette séquence d'activités pour initier les petits Lillois à l'informatique et à la robotique. Ils ont 60 robots. La ville de Pessac, je crois qu'ils ont acheté aussi 60 robots. La ville de Lormont, Floirac, Talence. Donc petit à petit, ça se développe. Voilà. Ah oui, quelque chose d'important. À chaque fois qu'on a formé quelqu'un gracieusement, on a demandé à ce que la personne puisse à son tour servir de personne référente si quelqu'un veut voir comment ça fonctionne, veut avoir des explications. Et ce dispositif-là nous a semblé marcher pas mal, puisque aujourd'hui, on a commencé il y a un peu moins d'1 an. Voilà, en gros, aujourd'hui, comment ça se passe? On a à peu près 2500 enfants qui sont concernés par l'affaire. En octobre, d'après nos prévisions, on aura autour de 4000. Alors, c'est rien hein, vis-à-vis de tout ce qu'il faudrait faire, mais c'est un début. Et l'idée, c'est d'essaimer comme ça, petit à petit,
en France. Voilà. Quelques collaborations, bon, ça n'a pas grand intérêt, puis je crois que j'ai déjà été assez long. Voilà, l'évaluation. Alors, on est un centre de recherche. On est une équipe de recherche, donc les choses qu'on fait, il faut qu'on les valide. On a fait, d'ailleurs, il y a une publication scientifique qui est sortie là-dessus, qui a été présentée dans un congrès en Suisse. Alors, on a donné un questionnaire aux enfants avant les activités, avec un certain nombre de questions concernant l'électronique, l'informatique, la robotique. Et on leur a donné le même questionnaire après avoir fait l'émission en question. Et donc, les scores se sont améliorés de 70% à 93%. Bon, c'est à creuser. On va faire des évaluations plus développées pour avoir plus d'informations. Les effets constatés, alors ce sont des effets qu'on a constatés et qui nous ont été aussi rapportés. Les enseignants accrochent beaucoup à ce type de dispositif. Parce qu'un enseignant n'a pas toujours le temps. Moi, j'étais prof de maths pendant 30 ans en collège avant d'intégrer, donc je sais bien comment ça se passe. On n'a pas toujours le temps de bâtir ce genre d'activité. Mais là, elles sont toutes prêtes. Les élèves sont motivés, notamment les élèves en difficulté. Ça, c'est quelque chose qui est très étonnant. Mais le fait d'avoir un objet tangible. Et puis le statut de l'erreur, il est restauré de manière très positive. Parce que quand on se trompe dans un programme, ça veut dire que le robot, il ne fait pas ce qu'on avait prévu. Mais il n'y a pas plus d'implication que ça, il n'y a pas plus d'enjeux, il n'y a pas plus de regard que ça, simplement on le corrige. Diversité des compétences travaillées, bon bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais terminer, parce que je suis obligé d'en parler. Poppy, c'est la star du labo en ce moment. C'est la star parce que c'est un robot humanoïde qui fait à peu près 83 cm de haut, qui lui a été construit à l'origine pour étudier la locomotion chez l'enfant. Vous voyez, il est ce qu'on appelle bio-inspiré, c'est-à-dire il est très léger, il a une colonne vertébrale, ça n'a rien à voir par exemple avec un NAO, on travaille avec des NAO aussi, mais qui ne sont pas du tout bio-inspirés, c'est des robots purs et durs, lourdingues, un peu lourdeaux. Celui-là est très élégant, très léger, et il est bâti un peu comme un enfant. Il marche comme un enfant d'ailleurs, si vous le tenez par la main, il marche comme un enfant. Et on l'a construit pour étudier la locomotion, c'est-à-dire qu'on peut faire varier par exemple l'écartement des jambes, ce qui est quand même plus facile à faire avec un robot qu'avec un enfant. Voilà, on a des déclinaisons, oui, en général. Ici, donc, on a décidé maintenant de le mettre à disposition des éducateurs parce que ce robot, il est open source, complètement open source, matériel et logiciel, toujours dans la logique de ce que je vous disais. Les pièces sont imprimées en 3D. Donc les plans sont sur Internet, vous pouvez les télécharger, vous pouvez vous les imprimer, vous achetez les moteurs. Et puis, vous avez la même chose. Les librairies logicielles sont totalement libres. Tout est libre et tout est gratuit en plus d'être libre. Alors, aujourd'hui, il y en a un petit peu partout. Et à la rentrée, il va y en avoir. On va en faire rentrer dans les collèges, les lycées, etc. Selon différentes déclinaisons qui sont moins chères. Et avec ce bras robotique, on va faire énormément de choses puisqu'il sera équipé au bout d'une pince. Il va être équipé d'une caméra performante capable de détecter les couleurs, les formes, etc. Et aussi d'un porte-crayon. Et donc, à partir de là, on va bâtir des activités qui reposeront là sur le logiciel Snap, qui est l'équivalent de Scratch, et sur le logiciel Python pour ceux qui voudront l'utiliser. Voilà. Bon, le projet, il y a un projet région qui vient d'être financé, un gros projet, très gros projet, qui vient d'être financé pour développer des contenus pédagogiques et pour diffuser des Poppy. Donc, il va y en avoir qui seront prêtés dans des lycées, dans des structures d'éducation. Et on va créer aussi des manifestations scientifiques. Hop. Voilà, je vous laisse un petit moment les sites. Et aussi, on organise un colloque robotique pour l'éducation les 23 et 24 juin, donc à l'INRIA, en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, donc qui a fait le TIMIO, où on va, le 23, c'est plus consacré à la recherche. On va discuter de ce qui se fait, comment on peut faire de la réalité augmentée avec ça. Et le 24, ça va être des retours d'usage d'enseignants, de primaire, de maternelle. Il y a des gens qui font des choses avec le TIMIO en maternelle, avec les comportements préprogrammés. Je vous prends juste un tout petit exemple pour que vous voyez ce qu'on peut faire en maternelle. Ils prennent le comportement jaune, ça, ce comportement-là, qui est un comportement explorateur. Donc, le robot continue à se balader tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Et quand il y a des obstacles, il les évite. Donc, avec les maternelles, il y a une prof des écoles qui demande aux enfants, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait tracer un A. Donc, les enfants doivent placer des obstacles sur un parcours, de façon que quand le robot arrive, eh bien, comme on met un crayon dedans, eh bien, il trace un A. Donc, ça demande quand même une réflexion algorithmique très intéressante. Et cerise sur le gâteau, si vous faites ça dans l'obscurité, comme on est l'année de la lumière, si vous faites ça dans l'obscurité avec les diodes,
vous faites ce qu'on appelle du light painting, donc vous sculptez la lumière. Si vous faites une photo avec un appareil numérique et une exposition de 15 ou 30 secondes, ben vous pouvez dessiner des choses avec la lumière des robots. Voilà, c'est tout. Ça fait 15 minutes. C'est brillant. C'était bien ? Oui, très bien. On avait dit qu'on posait des questions, mais je pense qu'on peut aussi quand même se donner un espace pour réagir, parce que, voilà, immédiatement, puisque Didier Roy est sur la scène. Est-ce que vous avez des questions éventuelles sur ce projet-là ? Il croit qu'il va m'enrouler, mais non. Je n'ai même pas peur. Hein. Alors, eh bien, ça dépend comment il a été programmé. On va voir. Alors ça, c'est un test très intéressant avec des enfants, par exemple. Non, mais moi, je savais qu'il allait s'arrêter, évidemment. Vous avez vu, je restais détendu. Ça, les enfants, ils disent, j'ai programmé ça, mais est-ce que tu crois que je peux essayer ? Et s'il tombe ? Mais là, on est dans la logique de la preuve. Dire, mais t'as confiance ou pas confiance ? On en discute un peu. Parce que l'idée, c'est aussi de leur donner confiance, de leur redonner l'envie d'essayer des choses. Et puis, dans le pire des cas, s'ils tombent, c'est pas grave. C'est ça que voudrait Stéphane, c'est qu'il tombe. Mais je ne le ferai pas tomber. Parce qu'on a dit qu'il était incassable. Question quand même que j'ai, moi, sur ce robot. Justement, la possibilité que l'action publique se saisisse aussi d'outils comme cela. J'imagine, moi, une famille lambda, on se demande où est la télécommande pour faire marcher la chose, par rapport à des objets qu'on a dans le marché. Ça marche avec une télécommande. Hein. Mais donc, ce n'est plus un robot qui réagit avec ses capteurs, etc. La question que j'ai, c'est, au-delà de l'action publique, comment est-ce que ce type d'outil pédagogique peut aussi parvenir dans les foyers ? Est-ce que vous avez envisagé un circuit de diffusion comme Poppy, je ne sais pas, fabriquer soi-même ou l'acheter en clé en main, etc. Parce que est-ce que c'est uniquement réservé finalement à la sphère de l'action publique, dans l'éducation populaire qu'on construit, ou est-ce que finalement aussi les foyers peuvent s'approprier ce type d'usage et travailler avec leurs enfants ou faire des expériences ? Alors, c'est tout à fait indiqué pour les écoles, pour les temps d'accueil périscolaire et aussi donc pour le grand public, parce que c'est un robot qui n'est pas cher, il vaut autour d'une... Enfin, pas cher, tout est relatif, mais il vaut autour de 100 € à peu près. Et il y a des personnes qui l'achètent pour Noël, souvent d'ailleurs, à la demande des enfants, mais pas que, parce qu'il y a des parents qui viennent voir des choses dans les écoles. Petite parenthèse, on constate que dans certaines écoles où les parents ne viennent jamais, on ne les voit pas. Et quand il y a des travaux qui sont faits avec des choses comme ça, ce n'est pas typique de la robotique, c'est typique à des outils un petit peu innovants. Les parents viennent. Parce que aussi, bon, donc sur Embarrasser la Grave, peut-être une opération qui se définit autour de cela. Là aussi, ces choix-là s'en font écho. Le drone Parrot était le best-seller de la vente à Noël dernier. Enfin, je veux dire, on le voit partout, hein, la FNAC, etc. Et c'est vrai que là, on a un autre type de produit, beaucoup plus dans la démarche éducative, qui est intéressante. C'est pour ça la question sur les foyers. OK, donc on va passer peut-être à un autre intervenant. Hein. Merci beaucoup, en tous les cas. Ah, il y avait une autre question. Très bien. Ah, je vois qu'on veut me priver de questions. Oui. Merci pour cette présentation. Ça m'a vraiment intéressé de voir qu'on peut utiliser l'informatique, la robotique pour enseigner, par exemple, des notions de français, d'écriture. Je suis davantage intéressé par le processus d'adoption de l'innovation au niveau des enseignants. Quand ils sont intéressés par un produit innovant, comment est-ce qu'ils le mettent en œuvre? Est-ce qu'ils ont un appui de leur école? Par exemple, je veux savoir, l'enseignant, normalement, a un programme à respecter et à valider au cours de l'année. Et quand au cours de l'année, un produit innovant comme ça arrive, quelles sont les dispositions institutionnelles? Quelle est la marge de manœuvre qu'il a, par exemple, pour expérimenter ça avec ses élèves, valider? Est-ce qu'il prend un temps supplémentaire? Parce que si vous voulez, dans nos contextes, c'est un peu ça le problème de l'innovation. L'enseignant est tellement serré, carré, il y a un programme à respecter, la marge de manœuvre n'est pas souvent grande. Merci. Alors là, ça dépend des enseignants et ça dépend des stratégies des enseignants. Par exemple, il y a des enseignants qui considèrent que c'est un outil supplémentaire pour apprendre le français, pour apprendre les maths, etc. Donc, ils font ça dans le cadre des disciplines traditionnelles, on peut dire ça comme ça. Il y en a d'autres qui s'inscrivent dans le côté démarche scientifique. Et puis, en France, on a aussi une modification des programmes qui intègre maintenant la culture scientifique du numérique avec l'informatique et la robotique qui est liée. Donc, de plus en plus, c'est inscrit dans les programmes, donc ça devient de plus en plus légitime. Mais après, les gens se débrouillent. Hein.
Les gens se débrouillent. Ça peut être très bien en dehors de la classe, ça peut être en lien avec le temps périscolaire. D'ailleurs, à ce sujet, juste une petite remarque. Il y a dans certaines communes, moi j'ai constaté ça, j'étais un peu étonné, une difficulté à vivre ensemble entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales. Alors, un tel accusant l'autre de je ne sais pas trop quoi, des enseignants qui refusent de prêter des crayons. Enfin, moi j'ai été très, très surpris. Et que finalement, parce que nous, on intervient, notamment dans les communes où on intervient, on demande à ce que le matériel qui est acheté par la commune soit mis à disposition des enseignants dans la journée, puisqu'il ne sert pas, il sert que sur le temps d'accueil périscolaire. Et petit à petit, les mentalités sont en train de changer. Donc c'est un autre biais pour le faire rentrer dans les classes, c'est aussi d'avoir une concertation avec le temps d'accueil périscolaire. En ce qui concerne la diffusion dans l'enseignement, les enseignants sont très motivés, et contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, les enseignants sont prêts à faire beaucoup plus de choses qu'on l'imagine. Ils ne sont pas retranchés, c'est ce qu'on a constaté nous, hein, ils ne sont pas retranchés dans leur coin, blasés de tout, ayant envie de rien faire. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a il y a sans doute un peu de ça, des gens un petit peu lassés, peut-être par le système, par le boulot, mais aussi des gens qui ne savent pas trop comment trouver ces ressources, parce que c'est quand même compliqué. Nous, le pari qu'on a pris, c'est de proposer des choses gratuites. On peut former les gens, on peut les accompagner, on est allé dans des classes. Et à chaque fois, eh bien, les gens, s'ils se sentent accompagnés, ont envie de le faire. Et je dirais que ça peut être ça une dimension. Mais attention, en France, on a cette particularité, c'est que l'INRIA, c'est un institut national, c'est à peu près 4000 chercheurs, 8 centres en France, et ça fait partie de notre métier. C'est-à-dire que ça ne coûte pas d'argent. Enfin, ça coûte de l'argent, je suis désolé de vous le dire, mais ça vous coûte quand même de l'argent. Mais ça ne coûte pas d'argent à l'éducation nationale. Il n'y a pas